bien, madame, monsieur, bienvenue. Vous nous suivez de partout. Hein. Vous êtes à Goma, vous nous suivez. Vous êtes au Grand Kasaï, vous nous suivez. Mais ici, à Kinshasa, vous nous suivez partout. Tout ce qui nous écrivent à partir de l'étranger, bienvenue, bienvenue. Nous sommes aujourd'hui le 12 février. Et je peux vous signaler que nous avons... beaucoup de sujets, mais nous allons rester sur l'actualité, les dialogues, les bons offices, si on peut appeler cela comme ça. Mais j'aimerais donc vous informer que Cholet et la Cinco, l'ERC étaient avec ces groupes de rebelles qui est dirigé par Nanga et les autres. Et ils ont échangé. Ils ont échangé sur quoi? Nous allons parler de tout ça, mais nous allons essayer de faire ressortir la situation telle qu'elle est, mais de réfléchir sur ce qui est bien évidemment les enjeux de ces dialogues. Est-ce qu'il faudrait vraiment les dialogues? Voilà pourquoi j'ai le réel plaisir de pouvoir les chercher et la voir. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps, à un moment donné, où... Évariste Tussaka, qui est interfédéral du Parti Orange, a parlé de cette cohésion nationale, mais aussi du dialogue. Est-ce qu'on aurait dû l'écouter 2-3 mois avant? Est-ce qu'on aurait dû écouter les partis Orange? Nous allons poser ces questions, mais ça sera un débat, un échange, un débat vraiment réfléchi sur base de la science et des arguments solides. J'ai appelé les jeunes de toute tendance, ils sont de l'union sacrée. Pourquoi je le fais sciemment? Parce que lorsque vous regardez, vous remarquerez que ça brille dans l'union sacrée. Les opposants n'y sont pour rien. Premièrement, ça brille dans l'union sacrée. Et les téméraires, les gens qui font aujourd'hui du bruit, si vous regardez Diongo là, il était proche du chef de l'État, ainsi que les autres. Pourquoi? Nous allons poser toutes ces questions. Évariste Tussaka, bienvenue et bonne année. Merci pareillement, cher Didier, et je souhaite aussi bonne et heureuse année 2025, parce que c'est ma première fois de passer encore depuis le début de cette année sur votre émission. C'était une trêve ou une pause? Bon, vous savez, avec l'agitation de fin de l'année, et puis aussi avec la situation politique, depuis le début de l'année qui était pas jeté, nous n'étions pas vraiment au front sur le plateau de télé, bien que nous sommes restés des voisinlindes numériques. Des voisinlindes numériques? Effectivement, nous sommes restés des voisinlindes numériques. Ça veut dire quoi, les voisinlindes numériques? Non, vous savez, cette guerre d'agression, nous sommes en train de la mener sur tout le front. Ouais. Et il y a le front, il y a nos militaires qui sont en train de se battre sur le terrain. Il y a nous aussi qui sommes en train de nous battre sur le plan numérique pour essayer de vider le poison que le Rwanda est en train de déverser dans l'opinion publique. Okay. Alors nous sommes constitués en Ouazalendo et volontairement, pendant que Mouyaya a ces gens à lui qu'il paye pour la communication, mais nous le faisons au nom de la patrie, nous le faisons pour l'amour du Congo, nous communiquons, nous faisons, nous attaquons les fausses informations larguées par les ennemis de la République sur les réseaux sociaux, et nous le faisons avec amour et pour la patrie. Très bien. Quelqu'un m'a dit que Mouyaya est en train de dormir. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça, mais nous allons parler de tout ça. À ma gauche, donc, j'ai John Imbele. John Imbele, qui est aujourd'hui du parti DCU. Parti dirigé, qui a pris un peu le recul ou les congés, Vidi et Chimanga. John Imbele, bonsoir. Bonsoir, M. Didier. Merci pour l'invitation. Je profite pour saluer mes co-débatteurs. En même temps, de saluer Madame la secrétaire générale de la Dynamique Congo Uni DCI, de Spina Nyonzo Bobaki, qui nous a donné l'autorisation de parler au nom de la DCI. Donc, je le dis sincèrement, merci Madame la secrétaire de Spina Nyonzo Bobaki. Très bien. Alors, à ma droite encore, le troisième invité, il s'appelle Maître Cédric Biengele, un habitué du plateau. Mais je peux signaler aussi que depuis que l'année a commencé, c'est vrai que nous avions bien clôturé, mais c'est sa première intervention. Il a répondu avec promptitude parce qu'aujourd'hui, il s'agissait de cet échange. Maître Cédric, bienvenue. Merci beaucoup, très cher Didier. Mes salutations à mes co-débatteurs. Je profite de l'occasion de saluer
tous les baptistes partout dans le monde et à notre autorité morale, les camarades professeurs Modeste Batz. Beaucoup de Congolais ils étaient soifés d'attendre la grande intelligence de la République. Le professeur Modeste Batz, il a pris le courage, la tonation forte de condamner les agressions, le cycle infernal des agressions, de pillages que nous subissons dans la partie est de notre pays qui cause des morts, de pertes de vies humaines et de déplacés sans nom. Il a fallu la voix d'un sage de la République, le professeur Modeste Batz, il a crié et puis condamné les agressions que nous subissons, également nous les Congolais. Comme a dit mon co-débatteur, M. Évariste, il nous a qualifiés comme étant des wazalines communicationnels. Oui. Parce qu'on n'a pas cessé les médias juste pour condamner les actes. Oui. Nous compatissons aussi avec nos frères qui sont là dans la partie est du pays. Très bien. Mais on dirait que le professeur Bahati a tellement tardé au point où il y avait même guéguerre autour de vous, l'Union Sacrée. On a dit qu'il est le premier à dire que moi j'ai beaucoup de députés, je dois avoir autant de ministres. Mais c'était un silence. Non, ce n'était pas un silence radio. L'AFDC, nous sommes la seule force au sein de l'Union Sacrée. Nous avions crié, décrié même ce qui s'est passé dans la partie Est. Parce que vous devez savoir que le professeur Modeste Batz, il a comme bastion électoral, c'est la partie Est, parce qu'il a été élu député là-bas et puis sénateur. Comme étant un représentant de ces coins, oui. Il doit nécessairement condamner les actes que sa population subisse. Dire que nous étions silencieux, là, ça résonne trop fort. Parce que nous avons organisé des forums pour condamner les atrocités qui traversent sa population de l'Est. Et puis nous, les communicateurs du parti AFDC, nous sommes toujours au front, comme étant des combattants. Et puis, s'il faudra employer les mots de mon co-débatteur, les wazalines communicationnels, nous condamnons les actes à tout moment, nous encourageons nos FARDC qui sont au front. Donc c'est ça un travail d'excellence, des qualités que nous faisons dans les médias. Très bien, nous allons parler de propos et réactions des uns et des autres. Il y a même un point où j'ai écrit propos des Caméries, on va s'attarder sur ça, peut-être quelques minutes, mais parlons de République. Il y a guerre, nous sommes agressés par les Rwandais, sous tutelle de quelques rebelles qu'on a pris, qu'on a enrôlés. Première question, maître Tshisoka, Évariste Tshisoka, désolé, lui il n'est pas maître juriste, hein, il est plutôt ingénieur. Évariste Tshisoka, première question, est-ce qu'au regard de cette agression, il faut la diplomatie, il faut les dialogues ou encore il faut la guerre? Comme le ministre a dit, nous allons faire la guerre sur la mer, on va prendre les airs et autres. Il avait oublié certainement que c'était un film ou un adage de quelqu'un. Il s'est rétracté après. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'instant? Merci beaucoup, cher Didier. Vous avez 5 minutes. Merci pour les 5 minutes. Je pense que je vais les utiliser de manière rationnelle. Il n'y a pas de souci. En fait, je vais commencer par dire ceci. Cette guerre d'agression, ce n'est pas une guerre qui date d'aujourd'hui. Ça fait plusieurs années. Je crois que nous sommes maintenant à la 3e guerre d'agression par nos voisins, le Rwanda. Mais face à cette agression, on ne doit pas ici revenir pour se poser des questions. On devait faire telle chose, on n'a pas fait. On devait faire ça, ça n'a pas été fait. Et nous sommes déjà là devant un fait accompli. Nous sommes agressés. Okay. Je parle sur le plan de la guerre. Parce qu'en interne, la cohésion, je pense qu'on va revenir par notre proposition de la cohésion nationale. Oui. On va revenir. Mais d'abord, face à cette guerre, il y a 3 options que moi je relève. Il y a l'option militaire. Oui. Donc, c'est-à-dire, nous faisons la guerre sur le terrain, nous battons nos ennemis, nous récupérons toutes les zones qui sont occupées par l'adversaire. Oui. Il y a l'option diplomatique. Oui. C'est-à-dire, avec l'option diplomatique, que nous arrivions à convaincre la communauté internationale d'imposer des sanctions au Rwanda pour l'affaiblir et que le Rwanda cesse son soutien au M23. Okay. Et la 3e option, c'est l'option de dialoguer. Dialoguer avec
l'ennemi, avec l'oppresseur. Parce qu'aujourd'hui, nous savons tous que c'est le Rwanda, mais le Rwanda réfute cela en bloc. Et pour le Rwanda, c'est un problème entre Congolais. Et on devait parler avec Nanga. Voilà les 3 options. Mais la dernière option, je pense que elle n'est pas trop en notre avantage parce que nous connaissons déjà les revendications de Nanga. Nanga, c'est un frustré. En passant, je dis, nous devons apprendre. Donc dans la vous gestion. connaissez déjà les revendications de Nanga. C'est quoi ces revendications? Effectivement. Nanga est porteur d'un cahier de charges qu'on lui a donné par le M23. Parce que la frustration de Nanga, nous connaissons bien, c'était ses carrés miniers. Il n'y a pas d'autre que ça comme réclamation. Donc Nanga, lui, son problème, c'est ses carrés miniers. C'était ses carrés miniers. Ça a évolué ou c'était? Non, maintenant ça a évolué. Parce qu'il est maintenant porté d'un cahier de charges qui lui est attribué par le M23. Et le cahier de charges, le M23, nous connaissons bien, c'est cet accord du 23 mars. Et il serait très difficile pour la République aujourd'hui, je parle même de tous ces opposants qui sont en train de faire de dire n'importe quoi, aucun des opposants ne peut accepter de mettre en application ces cahiers de charges présentés par Nanga ou présentés par le M23. Pourquoi? Parce que accepter ces cahiers de charges, c'est-à-dire c'est céder une partie de notre territoire au Rwanda, pas au M23, mais au Rwanda. Parce que nous connaissons bien ce qui a été inclus dans l'accord du 23 mars, qui aujourd'hui est en train d'être revendiqué. Et ça, on ne peut pas admettre en donner tant du que crédit Congolais, dans cet accord. On ne peut pas admettre, même de bonne foi, d'appliquer cet accord. Parce que les signataires de cet accord, c'est les régimes passés. Kabila qui avait signé cet accord s'est trouvé dans l'incapacité d'accomplir cet accord. Parce qu'il ne pouvait pas le faire en tant que Congolais. Alors, nous restons avec les 2 options. Il faut faire la guerre, soit sur le plan diplomatique, mais aussi sur le plan diplomatique, cher Didier. Nous devons convaincre l'Union européenne. Donc il y a aussi des préalables, même quand il faudrait prendre la branche de la diplomatie. Effectivement, parce que nous devons convaincre l'Union européenne, nous devons convaincre, nous devons convaincre l'OTAN d'enlever son soutien sur le M23 pour que le Rwanda enlève son soutien sur le M23 et nous pouvons le faire le M23 parce que le M23 ne représente rien. Sans l'appui du Rwanda, le M23 ne représente rien. Une fois le soutien du Rwanda retiré au M23, nous pouvons chasser le M23. Ça reste une coquille vide. C'est une coquille vide. Et puis, ils ne tiendront pas la guerre, ils vont fuir. C'est ce qui s'était passé en 2012. Ils ont fui parce qu'ils ne pouvaient pas tenir. Mais cette option est aussi difficile. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les intérêts de la communauté internationale semblent être garantis par le Rwanda qui est la RDC. Il vous reste 1 minute. Aujourd'hui, les intérêts, je sais que je disais, les intérêts du Rwanda semblent être garantis par les intérêts de la communauté internationale, semblent être garantis par le Rwanda qui est la RDC. La raison pour laquelle, malgré cette diplomatie active, malgré des convocations successives du Conseil de sécurité des Nations Unies, tout ça, vous voyez que jusqu'à-là, il n'y a pas encore de sanctions majeures contre le Rwanda. En 2012, un seul coup de fil de Barack Obama avait fait retirer le soutien du Rwanda au M23. Et nous avons vécu. C'est Obama qui avait, Barack Obama qui avait fait un coup. Celui qui était président des États-Unis. Et par un coup de fil à Kagame, Kagame a retiré son soutien. Et le M23 est rentré en Ouganda. Très bien. Donc, vous avez débordé d'une minute, mais je vous ajoute une minute. Je vous ajoute une minute parce que vous devriez conclure tout en nous disant aussi sur cette option du dialogue. Est-ce qu'au regard du tableau que vous avez peint là, il faudrait s'asseoir entre nous Congolais et parler, dialoguer? Cher Didier, s'asseoir entre nous Congolais aujourd'hui, l'option du dialogue, s'asseoir entre nous Congolais aujourd'hui, sans Nanga,
cela est voué à l'échec. Ah bon? Je l'ai dit. S'asseoir aujourd'hui, oui. Nous prenons tous les acteurs politiques, oui. La société civile, le père des églises, nous nous mettons autour d'une table pour parler de cette situation de l'Est. Sananga, cela est voué à l'échec. Parce qu'à moins qu'il y ait un autre commanditaire de cette agression, parce que comment vous allez parler... Donc, Nanga devient l'acteur majeur de ces dialogues. Mais, raison pour laquelle vous avez vu aujourd'hui l'Église catholique et les CC ont envoyé leurs émissaires pour parler avec Nanga. Très bien. Parce qu'il est difficile aujourd'hui de prétendre à un dialogue interne pour trouver la solution à cette situation de guerre sans parler avec Nanga qui est cette tête de file de cette agression. Très bien, nous allons faire tourner la parole et puis nous allons vous reprendre parce que nous pensons que nous devons parler de ça. John Imbele, vous avez aussi 5 minutes, vous pouvez réagir sur la même question. Quelle est la voie aujourd'hui pour faire taire tout ça? Nous sommes en train de cogiter, de réfléchir profondément. Est-ce que c'est les dialogues menés par la CENCO et l'ERC? Est-ce que c'est la diplomatie ou encore faire la guerre? Merci, M. Didier, pour la parole. Je vais commencer mon propos en citant l'ancien président Mobutu Sese Seko. Il dit « La lutte politique est une bêtise. Seule la lutte armée qui libère. On ne peut pas répondre par négociation et dialoguer ce que l'ennemi nous a pris par force. » Mais, M. Didier, ça fait 30 ans que le citoyen congolais meurt et la seule et l'unique option qui nous reste, c'est l'option militaire. Parce que l'option militaire nous permettra à ce que nous entrons au Rwanda et puis nous pouvions frapper les Rwandais. Parce que chaque jour, le citoyen congolais meurt. Il y a plus de 300 Congolais qui sont en train de mourir et on ne peut plus dialoguer et l'unique et seule option, c'est l'option militaire. Moi, je demande au commandant suprême, parce que je l'ai dit et je ne changerai même pas mon langage. Au président de la République. Au président de la République, il avait fait promulguer la loi sur la programmation militaire parce que pour lui, où il pensait que cette loi allait répondre aux besoins de l'armée congolaise. Voilà pourquoi nous nous demandons. Je suis en train de voir des gens en train de... Je ne sais pas s'il faut dire bazo kabela armée mbongo. L'armée congolaise a teba kabela mbongo. L'armée congolaise a des moyens que l'État doit mettre à sa disposition pour nous permettre à ce que tout répondre. Comment les offrandes et les collectes qui sont faites. J'ai vu le Jefrem en train d'offrir plus de 1 million à l'armée congolaise. Non, l'armée congolaise a armée à Mobolaté. L'armée congolaise est un service public de l'État et l'État doit mettre le moyen pour l'armée. Voilà pourquoi je suis en train de dire qu'il y avait une loi sur la programmation militaire que le chef de l'État met en œuvre, qu'il met en œuvre cette loi sur la programmation militaire, en fait que l'armée congolaise puisse avoir des équipements capables de sorte qu'ils puissent protéger l'intégrité territoriale Est-ce que cela ne prendra pas assez de temps alors que l'Est est déjà parti, cher John Bailey? Monsieur Didier, moi je pense qu'il manque un... Il faudrait agir pour ne pas dire... C'est ça que je dis. Je pense qu'il manque auprès du chef un bon conseiller militaire, parce que le général Tué, je l'ai dit, il ne fait pas, donc il ne fait pas le poids à ce poste parce que je pense vraiment qu'il n'est pas si compétent parce qu'il venait d'être commandant, il venait d'être chef d'état-major de l'FARDC. Qu'est-ce qu'il a apporté pendant sa règne? Qu'est-ce qu'il a pu faire pour qu'on sait que cette guerre puisse finir? Donc moi, je demande au président de la République d'essayer de revoir les personnes à qui il est en train de choisir pour protéger l'intégrité territoriale de notre pays et qu'il dissout l'Assemblée nationale, qu'il dissout le Sénat, qu'il dissout les institutions, parce que dans notre budget, il y a plus de 80% qui partent
aux institutions du pays. Moi, je demande au chef de l'État... Mais il va le faire sur base de quoi? Vous demandez au chef de l'État de violer la Constitution? Non, il ne va pas violer... Il y a des préalables il va pas violer l'Assemblée nationale. L'article 85 est plus clair là. Oui. Lorsqu'une circonstance aggravante menace l'intégrité territoriale de notre pays, les présidents doivent convoquer les deux chambres. Mais en ces moments, le président ne doit pas convoquer, mais il doit dissoudre ces deux chambres pour mettre automatiquement un gouvernement militaire et puis de donner des moyens adéquats à l'armée pour permettre à l'armée congolaise de pouvoir défendre l'intégrité territoriale. Parce que l'intégrité territoriale de notre pays est touchée. Ça fait plus de 30 ans. Les citoyens congolais continuent de mourir. Je parle même du sommet à laquelle on vient Madame la Première ministre vient de représenter les présidents de la République. Mais c'est un sommet inutile. Parce que ah bon? C'est un sommet inutile, M. Didier, parce que dans les résolutions, on nous demande de dialoguer alors que le chef a refusé de dialoguer avec ces gens-là. Il ne va pas dialoguer avec le ZAM 23. Donc, comme le chef ne va pas dialoguer, l'unique et seule option qui nous reste, c'est l'option militaire. Le président de la République doit investir maintenant à l'armée parce que je réitère le propos du président de la République. Le président dit, nous avons les équipements capables de mettre le Rwanda en difficulté. Et puis, je me rappelle, nous avons défendu l'appel que le chef de l'État avait fait pour que les jeunes puissent intégrer l'armée. Il y avait des jeunes qui ont intégré l'armée. Et lorsque le président est allé leur voir au niveau de base de Kitona, il y a une chanson qui est en train de circuler. Les militaires disaient Félix, Pesabiso, Signé Mikanda, Pesabiso Mandoki, Tokende Kobeta Rwanda. Donc, la seule et l'unique option pour moi, c'est l'option militaire. Donc, le président cette option où aujourd'hui, les prêtres de l'Église catholique ou la Senko, ils sont actuellement à Goma. Ils sont entrés par le Rwanda, par la Grande Barrière. Ils sont à Goma pour penser au dialogue et parler. Ils ont même dit quelque chose une chose où les dialogues pouvaient apporter calmement, facilement. Donc pour eux, ils pensaient que cette crise ou ces conflits peut être résolu par les dialogues. Mon frère du Parti Orange venait de dire que les revendications de Nanga est connues. Une fois, j'ai entendu Nanga dire que le président de la République doit respecter les accords à laquelle il a été signé entre lui et le président Kabila. Donc, les revendications de Nanga, ce n'est plus important. Donc, les présidents de la République, c'est que la CENCO est en train de faire maintenant, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Le président de la République ne négociera pas. Et la seule et l'unique option pour moi, c'est une option militaire. Parce que si Nanga aujourd'hui présenter son cahier de charge et il demande au président de la République peut-être de démissionner, alors que les citoyens congolais savent bien que le 20 décembre, ils ont donné un second mandat au président de la République et le président de la République a l'obligation, il est le commandant suprême de forces armées, il a le devoir de protéger les Congolais. Et comment est-ce que le président doit se soumettre à ce que Nanga va dire? Très bien. Ce n'est pas important que le président puisse négocier, il faut aller dans une seule option, ce qui est l'option militaire. Très bien. Maître Cédric Biengele, vous avez la parole, même question. Quelle est la voie que les Congolais doivent s'appuyer aujourd'hui? Est-ce des dialogues? Est-ce Mme Thérèse Kaikwamba, la ministre des Affaires étrangères, qui moue les maillots? Ou encore penser à la voie militaire, c'est-à-dire organiser l'armée? Cela ne prendra pas assez de temps, alors que nous devons être sur les fronts, au front pour se battre. Merci, messieurs les journalistes. J'ai suivi mes co-débatteurs. Ils ont argumenté en ce qui concerne la grande question qui touche les Congolais par rapport à la dégradation sécuritaire que nous subissons pendant cette période. Avant de donner d'abord des pistes et des solutions, nous devons d'abord étaler la situation et puis disséquer le vrai problème. Il n'y a pas de problème, vous avez 5 minutes. Vous savez, moi je me dis que les différentes agressions que nous subissons, il y a des causes endogènes comme exogènes. Oui. S'il faudra parler de causes internes, je me dis qu'ici à l'interne, nous devons revoir beaucoup de choses. Entre autres, les problèmes liés à la gouvernance. Okay. Les acteurs doivent présenter la République démocratique du Congo comme un bien commun. Oui. Donc, c'est-à-dire, nous devons mettre de côté nos appartenances politiques.
nous devons mettre les Congo, la République démocratique du Congo, au-delà de nos ambitions politiques. Parce que j'ai comme l'impression, certaines personnes, soit beaucoup d'acteurs, ils cherchent juste à identifier cette agression aux individus. Chose que nous devons toujours mettre de côté. Parce qu'au stade actuel, à l'interne, nous devons juste développer la cohésion nationale. Parce que nous sommes entre les Congolais, nous devons toujours prendre cette question avec beaucoup de considération. Parce que mettons la République démocratique du Congo comme étant le fonctionnement humain. C'est comme quand les bras ont un problème, ça touche tous les corps. Oui. C'est comme le fonctionnement étatique. Quand la partie Est est en danger, ça menace même Kinshasa. Maintenant, je vais analyser sur les causes externes. Oui. En ce qui concerne les causes externes, nous devons revoir nos partenaires traditionnels. Okay. Revoir nos relations avec la France, avec la Belgique, avec les États-Unis. Parce qu'apparemment, j'ai comme l'impression nos partenaires traditionnels n'aident pas la République démocratique du Congo à trouver la vraie paix. Okay. Ce que nous qualifions comme la communauté internationale, comme étant un partenaire de taille, moi je me dis que c'est la communauté internationale, c'est comme un monstre, soit si pas un monstre, c'est considéré comme un homme cagoulé qui fabrique les Rwandais, l'Ouganda, Burundi comme étant les agresseurs de la République démocratique du Congo. Même vous verrez que ces pays-là, aujourd'hui, se constituent comme étant des supplétifs de la communauté internationale pour agresser la République démocratique du Congo, que nous, les Congolais, nous ignorons. Parce que ces gens-là achètent des armes où? C'est toujours la communauté internationale qui finance les Rwandais. Okay. C'est toujours la même communauté internationale qui octroie les armes aux Rwandais d'agresser la République démocratique du Congo. Okay. Mais à quoi bon de se focaliser toujours dans nos partenariats là traditionnels? Au moment où le pays... changer de partenariat, c'est-à-dire aller vers la Russie, aller vers... oui. Et effectivement, parce que mon co-débatteur, il a fait allusion, ça fait plus de 3 décennies que le pays est agressé. Justement. Depuis la chute du président Mobutu vers les années 90, nous avons enregistré un cycle infernal des agressions, de pillage, sans nom. Mais nous continuons toujours à vivre dans ce genre de situations, plutôt. Mais qu'est-ce que nous faisons pour dépasser ce genre de choses? Qu'est-ce que nous faisons à l'interne pour avoir une armée efficace? J'ai dans le cas du régime passé. Mobutu était chassé au pouvoir par soi-disant des libérateurs. On supposait que ces libérateurs nous devaient nous brandir une armée correcte, une armée qui a fait face à une armée bien organisée. Mais plus tard, nous avons une armée inféodée des étrangers, une armée où il y a des brassages et des mixages. Nous voyons le président Félix, il est venu recadrer les choses, mettre en place pas de brassage, pas de mixage. Nous retournons encore dans des histoires de dialoguer avec le M23, c'est-à-dire que demain, ils vont réclamer des postes, demain, ils vont réclamer leur intégration au sein du gouvernement. Là, c'est comme si nous faisons ce qu'on appelle les cercles vicieux et les pays n'avancent pas. Au stade actuel, le Congolais veut le développement parce que le style de vie que nous avions opté en 2006, la démocratie, a comme conséquence, c'est quand vous êtes en désaccord avec le système de Kabila, le système de Tshisekedi, ces systèmes de gestion, vous devez attendre en 2028, vous présentez votre candidature par devers les Congolais. Si les Congolais optent, si les Congolais trouvent que c'est un programme éloquent, les Congolais vont s'adhérer comme ils ont adhéré avec le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Mais comment nous devons, à tout moment, face aux agresseurs, nous devons négocier? En partie, céder même nos territoires. En partie, il faut céder même nos postes ministériels. En partie, il faut les intégrer au sein de notre armée. Après, il y a toujours des problèmes. Moi, je pense que nous devons réfléchir. S'il faudra rompre avec le passé, parce que notre passé n'a pas aidé les Congos à aller de l'avant. Quand je dis nos partenaires traditionnels, nous là, à l'interne, on n'a pas développé nos capacités intellectuelles. Mais à l'heure actuelle, peut-on nous dire que les prêtres, la Senko, nous leur donnons assez de crédit? À l'heure actuelle, qu'est-ce que nous devons faire à court terme? Moi personnellement, je ne suis pas d'accord aux différentes déclarations que j'ai suivies. La démarche de l'Église, c'est comme étant des pasteurs. Ils ont aussi cette mission-là ecclésiastique. Lorsqu'il y a des agressions, lorsqu'il y a par exemple des crimes qui touchent à l'humanité, ils doivent quand même dire un mot. Aujourd'hui, la démarche des prélats catholiques, moi personnellement, j'encourage. Mais moi, je me dis, si par exemple, vous n'êtes pas d'accord avec l'Église catholique, quelle recette que vous présentez aux Congolais? Parce qu'au stade actuel, le pays est agressé. Il y a des pertes de vies humaines, il y a des déplacés.
Il y a, je dirais que nous perdons en termes de l'économie. Nous sommes une économie extravertie. Oui. Vous ajoutez encore des agressions. Vous imaginez les conséquences. Maintenant, quand vous mettez l'église, les schémas de l'église à côté, est-ce qu'on a fait effort d'avoir une armée dissuasive? On a fait effort de bien équiper nos militaires. Parce que selon certaines informations, nos militaires ne sont pas bien outillés. Parce que là-dessus, il a fait allusion à la loi de programmation militaire. Est-ce que la grande question que nous devons nous poser comme étant des Congolais, la loi est applicable si en termes de conditions, nos militaires sont bien outillés, sont bien occupés? Ce sont là des grandes questions que nous, les Congolais, nous devons s'interroger pendant cette période. Mais moi, je pense que partant de quel schéma? Mettre tout le monde sur la même table? Au stade actuel, nous devons mettre nos égos de côté. Nous devons inviter tous les Congolais sur la table. Oui. Quand je parle de vrais Congolais, pas des Congolais qui agressent les Congos, pas des Congolais qui tuent leurs propres frères et leurs propres sœurs. Nous avons besoin, la classe politique, nous devons nous interroger, donner des solutions, que chacun émette son point de vue pour que nous donnons des solutions et puis qu'il y ait quand même des réformes structurelles et non conjoncturelles. Très bien. Donc, parce que les réformes conjoncturelles nous ramènent toujours des agressions. Très bien. Nous allons en parler, hein, puisque tout le monde parle de dialogue maintenant. Nous allons essayer d'en parler, essayer de pouvoir tirer des dividendes. Aujourd'hui, il y a dialogue, Évariste Tshisekedi. Aujourd'hui, il y a dialogue. Comme vous l'avez dit tout à l'heure dans vos propos, Nanga ou ces rebelles-là viendront avec leur cahier des charges. C'est comme ça qu'ils ont poussé les pouvoirs du passé à signer cet accord du 23. Est-ce que les gens, par exemple, de l'UDPS qui disent que nous ne voulons pas du dialogue, n'ont-ils pas raison à un moment donné? Parlons de ce point et puis nous allons passer dans l'autre chapitre, 3 minutes. Y a-t-il vraiment nécessité? Cher Didier Samuel, je pense qu'il n'y a aucun Congolais qui souhaite aujourd'hui que même 1 kilomètre de notre sol soit accordé au Rwanda. Il n'y a aucun Congolais. Donc nous tous, notre souhait c'est quoi? C'est avoir une armée dissuasive, capable de repousser toutes les attaques de l'ennemi. Ça, c'est notre souhait. Oui. Et là, nous sommes devant un fait accompli. Nous ne sommes pas sous les arbres de l'imité. Nous ne sommes pas sous les arbres de l'imité. Il est question de réfléchir pour l'État. Justement, allons-y, parlons-en. C'est-à-dire, j'entends dire, beaucoup de langues se délier sous les arbres pour condamner la démarche de père de la Cinco. Ce sont des religieux, ils ne sont pas politiques, mais ils veulent apporter, donc ils ont réfléchi pour, et voilà la proposition, c'est-à-dire, comme Nanga, il est de l'église il était diacre, n'est-ce pas? De Philadelphie, pardon. Oui, il a un père spirituel ici au Congo. Mais pourquoi son père spirituel n'est pas parti? C'est l'église catholique qui part. Non, le problème est que le père spirituel de Nanga n'est pas connu. Ce n'est pas vraiment Roland Dalo. Ok. Oui, il est un enfant adoptif de Roland Dalo. C'est-à-dire quand il est venu comme président de la CENI, il a candidaté. Il n'était pas de l'église de Philadelphie, il n'était pas de Roland Dalo. Il était d'une église à Salongo. Oui. Vous voyez? Et il est venu, et après avoir rempli ses poches d'argent, il est allé maintenant prier là où il y a beaucoup de riches. Ok, donc il est maintenant allé à Philadelphie après. Voilà, après. Donc alors, il a dit que cette église qui m'a emmené ici à la CENI, Salongo, on me demande beaucoup, on me dérange beaucoup. Aller là où il y a des cadres. Aller là où je ne serai pas dérangé. C'était une parenthèse que je referme vite. Okay. Donc, c'est-à-dire nous avons tous besoin de la paix. Nous avons besoin d'une solution durable. Et nous tous, nous avons apprécié le fait que Nanga a été condamné par Cotimon, ceci. Mais c'est pour la peine de mort, il a été condamné à peine capitale, peine de mort. Et nous ne souhaiterons pas que nous puissions continuer avec les mixages, les brassages, tout ça, parce que ça serait un cycle qui ne finit pas. Oui, mais nous savons comment ça finit. Vous voulez que ces gens-là puissent intégrer le gouvernement? Ce n'est pas le souhait. Mais seulement, nous sommes au stade où nous devons réfléchir en tant que nation. Soit, on doit faire la guerre et gagner cette guerre. Voilà. J'ai toujours dit, on ne s'engage pas dans une guerre pour la perdre. Quand vous vous engagez dans une guerre, vous devez au préalable avoir pris des précautions ou des préventions pour gagner réellement cette guerre. Il ne faut pas s'engager dans la guerre pour la perdre comme Niken s'était engagé et finalement, bon,
ça fait maintenant 2 ans, on ne sait pas comment ça va finir avec la Russie. Nous devons faire la guerre. Est-ce que nous sommes prêts pour la guerre? Oui. Nous sommes prêts pour la guerre? Oui, parce que le chef de l'État avait dit, à la moindre escarmouche, nous allons attaquer le Rwanda jusqu'à Kigali. Voilà. Et voilà presque une année après. Il y a eu plusieurs escarmouches. Nous n'avons pas attaqué le Rwanda. On nous prend Bunagana. On nous prend 5 territoires. On nous prend Goma. Nous sommes prêts pour la guerre. Nous promettons qu'il y aura une riposte rigoureuse. Non, s'il vous plaît, c'est important. Nous promettons qu'il y aura une riposte rigoureuse. Entre-temps, je ne sais pas dire, informer que telle ville est tombée ou bien telle... Je ne peux pas dire ça parce que je ne suis pas spécialiste de l'armée comme le voulait Bosembe. Justement. Mais entre-temps, les rebelles ne sont en train de rien respecter, ils sont en train d'avancer. C'est ce que j'ai dit, ils sont en train d'avancer. Je ne sais pas s'ils ont fait tomber des villages, mais ils sont en train d'avancer. Mais que face à cette escalade, a eu des problèmes en disant pratiquement la même chose que toi. Non, je ne pas dit ça. Je dis ceci. Pendant que nous sommes en train de préparer la riposte rigoureuse, l'ennemi aussi est en train de se préparer. En train dans ses manœuvres. Il ne nous observe pas. Voilà. Et dans l'entretemps, qu'est-ce que nous faisons? Le père des églises propose les dialogues. Comme l'avaient proposé beaucoup de politiques, nous aussi nous avons proposé les dialogues. Nous les partis, nous avons proposé déjà bien avant. La cohésion nationale, les dialogues, vous l'avez proposé. Maintenant, nous sommes à ce stade. Est-ce que ces dialogues-là, sans les agresseurs, ça aura quel impact? Cher Didier, imaginez aujourd'hui nous nous retrouvons avec Fayoulou. Qu'est-ce que Fayoulou a avec la situation de l'Est? Nous nous retrouvons avec Atoumi, avec les autres là autour des tables. Nous parlons pour la sécurité. Je parle maintenant pour la sécurité de l'Est. Je ne parle pas pour la gestion du pays, mais nous parlons maintenant le point sur la sécurité de l'Est. Qu'est-ce que les politiciens auront comme impact ici à Kinshasa? Quelle résolution sera prise pour mettre fin à cette guerre? C'est ça aussi le problème. Kabila peut dire quelque chose et puis Nanga va écouter. C'est ce que vous dites là-bas. Alors, si tel est le cas, si c'est vraiment confirmé que Kabila, c'est lui qui a le mot sur Nanga, alors venons sans Nanga et discutons. C'est le chef de l'État qui a dit ça. Très bien. John Imbele, au regard actuellement de ce que vous avez écouté en face de vous, est-ce que nous pouvons privilégier ou encourager les bons offices de la SENCO et de l'ERC? Parce que les autres disent que actuellement la solution la plus rapide, c'est de donner beaucoup de courage aux pasteurs de l'Église catholique et l'ERC, qui sont même allés là-bas, là où plusieurs n'y vont plus. Merci, M. Didier. En fait, 3 minutes. Je ne condamne pas la démarche de prêtres catholiques. Mais ce que je condamne, c'est... Je prends l'exemple de mon frère qui demain se transforme en rebelle pour venir tuer les membres de sa propre famille. Est-ce que j'aurai encore le temps de dialoguer avec ces frères-là? Non, donc dès que je le rencontre, franchement, personnellement, moi, John, je vais aussi le tuer. Parce que si tu es dans l'incapacité de le tuer? Oui, je vais le tuer. Si tu es dans les capacités... C'est ce que je dis, je veux le tuer, je ferai tout pour le tuer. Mais si tu es dans les capacités... Non, je ne serai pas dans les capacités parce que ceux qui sont partis, c'est mon sang. Et je vais venger mon sang par rapport à notre propre sang qui les a tués. Vous pensez qu'aujourd'hui, Moutamba serait à l'aise d'arrêter Nanga, mais il est dans l'incapacité de l'arrêter? Non, il est dans l'incapacité de l'arrêter parce que Nanga n'est pas présent. S'il était présent, il allait l'arrêter. Donc, mais c'est l'idée pour moi... des églises sont allés là-bas, il est présent. La démarche de père de l'église, moi je les soutenais si c'était un dialogue entre nous les Congolais, je prends entre l'opposition et la majorité. Là je soutenais. Mais dialoguer avec Nanga, moi j'ai dit non, on ne peut pas dialoguer parce que les Congolais qui sont morts, les 300 Congolais qui sont partis, les sons de ce 3000 Congolais là, sont en train de crier ou peser sur la tête du commandant suprême des forces armées parce que la Constitution dit la vie d'un Congolais est précieuse et l'État a l'obligation de le protéger. Donc aujourd'hui, parler de négocier avec Nanga, moi je ne vais pas. Donc c'est ce que je dis, je reste dans mes propos.
il est temps que le président de la République d'essayer de voir vraiment cette loi sur la programmation militaire et l'option est de faire la guerre, de tuer ces gens-là. S'il faut railler le Rwanda sur la carte d'Afrique, il faut le faire. Parce que si on ne le fait pas, aujourd'hui, le président a dit une fois, nous avons le 60% de minerais stratégiques qui touchent l'économie du monde aujourd'hui. Si on reste distrait, on risque de nous faire la guerre et nous diriger à travers des seigneurs de guerre. Maintenant, il n'est plus temps à la distraction, ni au dialogue, ni au tout. Le président doit se concentrer à l'armée congolaise, d'apporter des solutions. Vous êtes contre ce qui se passe? Avant, je soutenais ça. Aujourd'hui, je suis contre parce qu'on ne peut pas dialoguer avec Corneille Nangaa. Il faut juste frapper Corneille Nangaa, sanctionner le Rwanda. Parce que si on ne sanctionne pas le Rwanda, demain, on va nous causer problème en fonction de notre fleuve. Parce que le fleuve congolais, beaucoup de pays sont en train de le courtoiser. Donc, il est maintenant temps pour demain, nous, ça sera la guerre de l'eau. Il faut préparer l'armée pour que l'armée congolaise soit en capacité de protéger l'intégrité territoriale de notre pays. Là, vraiment, c'est mon souci et mon souhait. Très bien. Maître Biengele, vous soutenez les dialogues. Dites-nous un peu. Quels seraient les sujets à mettre sur la table du dialogue et les gens qui vont venir? Vous aviez dit ici, bien en soutenant les bons offices ou ce que font les prêtres parce que vous n'avez pas de choix. Mais comment, dans un pays démocratique, vous allez parler avec quelqu'un qui se décide de prendre les armes? Je pense que, cher Didier, dans mon introduction, je vous avais dit que je suis contre de parler avec des agresseurs de la République. Voilà. Mais je suis pour le dialogue entre Congolais. Okay. Parce qu'à ce stade, les prêtres, je vous ai dit que non, sont nos pères spirituels. Face aux agressions que nous subissons, ils ont de plein droit là de déclarer aussi comme des Congolais. Mais à ce stade, si certains ne sont pas d'accord avec les prélats catholiques, moi je me dis que le président de la République, partant des attributions qu'on lui confère dans la Constitution, dans son article 69, il est le garant des institutions de la République. Je pense que c'est à lui d'être un bon arbitre. Parce que si réellement ils ont mandat du chef de l'État, il revient aussi au président de la République de s'exprimer clairement. Il a des canaux où il peut définir les assignations qu'il avait attribuées juste aux prélats catholiques. Très bien. Pour éviter ce genre des incompréhensions. Et puis, si par exemple, nos frères, à ce stade, ils trouvent que cette voie n'est pas la bonne, qu'ils nous brandissent d'autres voies, d'autres recettes. Mais il dit qu'il faut faire la guerre, si par exemple, tout moyen possible, mais il faut la faire. Moi, je pense que le tout revient au président de la République. Oui. Parce que même dans la Constitution, dans son article 96, plutôt la 86, on donne toujours les attributions au chef de l'État de déclarer la guerre. Oui. C'est lui qui a le plein pouvoir. S'il estime qu'à ce stade, la voie par excellence, c'est de déclarer la guerre, le président doit réunir au travers du Conseil des ministres, le Conseil de défense, et puis au niveau du Parlement, il doit s'exprimer clairement. Mais si le président il trouve que la bonne voie, c'est-à-dire la rhétorique, il faut s'échanger entre les Congolais. Oui. Je pense que nous, étant des Congolais, nous avons élu le président de la République pour un mandat de 5 ans. Oui. C'est à lui de définir des orientations. Nous, étant que des Congolais, nous devons s'incliner à la volonté du président de la République, comme étant les chefs, comme étant les garants, comme étant notre papa de la nation. Maintenant, à ce stade, s'il faudra parler d'un cahier des charges, justement, le pays est géré sur base d'une constitution. On ne doit pas aller à l'extra-constitution. C'est-à-dire, nous devons réfléchir par rapport à ce qui est écrit par la loi fondamentale. La loi fondamentale ne définit pas les cahiers des charges des individus, soit par exemple les accords entre partis pour ériger un pays. Je pense que la Constitution l'a défini en termes des attributions. Le président de la République a ses attributions. Les ministres et conseils, toutes les institutions, je pense que leurs attributions sont bien définies dans notre Constitution. Oui. Dire qu'il faudra gérer le pays sur base des rumeurs des individus, là, je ne suis pas d'accord. S'il y a des incompréhensions,
Si les dialogues, nous définissons ça comme étant un mécanisme extra-constitutionnel. Okay. Dans une gestion étatique, on peut toujours se référer. Comme étant des Congolais, nous devons toujours reconnaître même la voix des gens qui sont en dehors des institutions, l'opposition extra-parlementaire. Ils ont aussi des points de vue à donner. Là-dessus, nous devons faire allusion à ça. Qu'est-ce qui viendront sur la table? Là, ça sera quoi les sujets les sujets, bon, à ce stade, moi, je n'ai pas ce monopole-là de dire que non, c'est à moi, c'est dit de définir les assignations. Moi, je pense que ça revient au président de la République de nous donner des orientations correctes. Parce que c'est lui qui était pris de la sagesse, c'est lui qui était pris de l'intelligence, c'est lui, dans les supra-étatiques, c'est lui la grande intelligence de la République. Donc c'est à lui maintenant de nous orienter. Nous avons élu le président de la République. Ce n'est pas nous les Congolais, ce n'est pas nous la population, c'est ça, de dire que nous allons définir cela. Nous, notre souci, c'est d'avoir la paix réelle. Nous avons besoin d'une paix durable et non une paix éphémère. Notre souci comme étant des Congolais, nous avons donné mandat au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, c'est à lui de nous orienter. Très bien. Nous nous laissons entre ses mains. Très bien. Donc, on laisse tout entre les mains du président. Les gens qui m'écrivent, par exemple, répondent aux appels. Non, on ne répond pas aux appels. Vous pouvez écrire, comme vous avez écrit là. Faites votre texte. Nous allons voir la mesure dans laquelle nous pouvons répondre. Je voudrais qu'on parle de ces sujets et puis on quitte rapidement. Je pense que je donnerai 1 minute à chacun. Ça crée division dans la scène politique. J'ai tenté de joindre nos amis de l'UDPS aussi, qui eux, ils sont catégoriques, ils ne veulent même pas que les gens en parlent, ils sont même allés plus loin pour attaquer les personnalités comme Kamere qui a réfléchi. En ce moment donné, Évariste Lusaka, qu'est-ce que nous devons, ou les chefs de l'État doivent faire pour calmer les tensions de tout le monde? Parce que chacun va dans son sens. Hein? Même nous, la presse, les gens s'attirent là-dessus. Boloba boété, alors etokoloba. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour apaiser les tensions? Est-ce qu'il faut réellement penser à la cohésion nationale? C'est là que je parle de la cohésion nationale, c'est-à-dire tout le monde, qu'on puisse se reconnaître fils de ces pays, se parler et se dire des choses en face, calmer les uns et les autres, surtout qu'il y a plusieurs conflits, notamment des régénérations. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai vu Gilitz qui a insulté Kamere et ça va dans tous les sens. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Cher Didier, en 1 minute, en dépit de tout ce que nous sommes en train de connaître dans ces pays, mais nous n'arrivons pas toujours à grandir. C'est-à-dire, nous nous comportons comme de petits-enfants, comme des bébés qui ne comprennent pas que l'ennemi se sert de notre légèreté, se sert de notre immaturité pour nous manipuler. Je pense que nous devons grandir et se comporter en des hommes d'État, surtout ceux qui ont des responsabilités d'État, se comporter en des hommes d'État, parce que si on doit interdire à X ou à Y de réfléchir, je pense que cela est aussi source de frustration. Or, les Congolais sont encore le pan où il y a famille. Voilà. Le pan où il y a famille, va le grand. Le pan où on a vu son nom. Yo voyate quoi ça m'a yo golobate. Et ça le pan où on a vu son nom en famille. Ceux qui yo au luki au bima il y a un dans le pan en famille a batté les mélayo. Et puis le pan en famille batté kakangote. Voilà. Ba au batté comme pan en famille, va commencer à la réunion dans babar. Donc on n'a pas intérêt. Donc, il faut prêcher l'unité par contre, la maturité. L'unité, c'est ce qui fera notre force. Très bien. Parce que ce n'est pas Évariste Tshisekedi qui le dit, c'est connu de tout le monde que le Rwanda utilise cette stratégie divisée pour mieux régner. Très bien. Aujourd'hui, la classe politique, permettez-moi de finir par là. Voilà. La classe politique aujourd'hui, j'entends de l'opposition politique congolaise, de gens qui disent que la solution à l'agression rwandaise, c'est la démission de Tshisekedi. Tshisekedi doit démissionner et c'est ce qui va mettre fin. Je me pose des questions. Sont-ils des Congolais ou en quoi ils sont différents des Nanga? Donc ils sont pareils, c'est qu'ils pensent que les présidents démissionnent. Ça sera par quel mécanisme? Qu'ils nous disent le président démissionne aujourd'hui et après comment les choses vont se faire et comment est-ce que cela va résoudre le problème de l'Est. Comment cela va répondre au cahier des charges du M23. Donc, apprenons à être sérieux, surtout les hommes politiques congolais. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont
en train de tuer nos frères. Oui. Ce sont des politiques congolais. Ce sont des gens qui ont bénéficié de tous les avantages possibles dans ces pays. Très bien. Très bien. John Mbele, vous avez la parole. Au regard de tout ce qui se passe, hein, je vois même d'autres jeunes s'attaquer comme ça à d'autres politiques. Quelle attitude nous devons faire? C'est la première question. Je vous pose aussi la deuxième question parce que vous allez enchaîner directement. Notre ami Maître Biengue, il a dit tout revient au chef de l'État. Alors moi, la question que je pose, qu'est-ce que les chefs de l'État devraient faire par rapport à ceci? Du niveau interne, hein, parce qu'on parle aussi de la justice et que les Congo est un bien commun, il faudrait que tout le monde se retrouve. Est-ce qu'en ce moment donné, il faudrait que les chefs de l'État passent par exemple par un remaniement et pensent à mettre des gens qui travaillent pour la République? Parce que nous avons l'impression que les ministres ou des hommes d'État qui sont là ne travaillent pas. À peine, vous verrez quelques ministres, Jean-Pierre Bemba qui sensibilise. J'ai vu les ministres de la Défense, mais les autres, ils sont là, ils dorment. Allez-y. Merci, M. Didier. En fait, je suis d'abord tout à fait d'accord avec Maître Cédric Biengue parce qu'il dit tout dépend au président de la République. C'est de même. On va commencer par la première question. L'attitude que nous devons avoir. Non, l'attitude que nous devons avoir, on doit tous se pointer auprès du chef du président de la République parce que c'est lui le commandant suprême de forces armées et c'est lui qui a des orientations au lieu de s'apprendre à tel et à X. Même si vous dites aujourd'hui que Vital Kamerhe gêne, mais si le président de la République constate que Vital Kamerhe ne gêne pas, oui, il ne fera pratiquement rien. Donc on doit tous se ranger derrière les chefs de l'État. Mais nous demandons aussi aux chefs de l'État, bien que nous sommes derrière vous, vous devez aussi prendre des décisions courageuses, telles que le président du Mali venait de le dire, parce que cette histoire a pris beaucoup de temps et a pris beaucoup d'années et que les Congolais continuent à mourir et que c'est au chef de l'État, le commandant suprême des forces armées congolaises de prendre la décision. Et s'il faut remanier, moi je suis d'accord à ça, je l'ai dit sur votre plateau et dans plusieurs plateaux que je suis passé. Qu'est-ce que Guy Mondiavit est venu faire au niveau de la défense? Mondiavit ne vous convainc toujours pas, malgré qu'il est parti à Beni. Il a pris beaucoup de temps pour partir à Beni. Depuis longtemps, il était là après avoir nous fait un discours des mères qui a copié-collé un discours de film. Donc moi je demande, nous avons constaté que, j'ai constaté, ça n'engage que moi, que le président de la République, depuis qu'il est là, il y a plusieurs erreurs au niveau de plan tactique ou de la désignation de certains cadres au niveau du gouvernement et surtout que dans son cabinet. Donc il est maintenant temps que le président, cette silence qu'il est en train d'utiliser en ces moments, que ce silence lui permette vraiment un bon remaniement, de mettre les personnes qu'il faut à la place qu'il fallait. Parce que s'il ne le fait pas, on risque de perdre la République démocratique du Congo. Je l'ai dit, à l'âge à laquelle nous avons, devenir des esclaves, ça sera difficile pour nous et surtout nous qui avons des enfants et que nous voulons demain léguer à nos enfants un Congo libre de circuler partout et de faire ce qu'il veut. Si aujourd'hui on devient des esclaves, ça sera difficile pour nous. Merci. Maître Biengue, l'attitude que nous devons avoir en ce tel moment, premièrement. Deuxièmement, que doivent faire les chefs de l'État? Est-ce que, parlons par exemple de ces gouvernements, ça doit sauter pour mettre des hommes qui auront la casquette, par exemple, comme Jean-Pierre Bemba, qui se trouve maintenant partout. Qu'est-ce qui doit se faire maintenant? D'abord, cher Didier, si vous lisez le titre AD de notre Constitution, on a consacré les droits humains, les droits des libertés fondamentales, pour dire que personne ne peut entraver la liberté des autres. Mais ce que nous vivons actuellement, c'est une façon de nous empêcher aussi d'éclairer la population par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Là, nous sommes en désaccord par rapport à votre question de départ. Oui. Parce que nous avons vu un journaliste, et là, il a été inquiété par rapport à ça. Maintenant, à ce stade, que faut-il faire par rapport à ce qui se passe? Moi, je dis que nous avons un problème de casting. Ok. Pourquoi? Vous imaginez, le président voit, il observe, le VEPM, Jean-Pierre Bemba des Transports, il a laissé les embouteillages de Kinshasa pour aller combler les vides de son frère, de son confrère ministre de l'Intérieur, de la Défense plutôt. Au moment où il y a des embouteillages, ça et là, au lieu que lui s'attelle dans ses attributions,
faute, c'est comme les autres n'arrivent pas à bien gérer leur secteur. Maintenant, ils essaient de combler le vide au nom de la solidarité gouvernementale. Mais on n'est plus dans ça. Parce que le chef de l'État, quand il nomme les gens, on suppose que vous venez avec des solutions dans vos secteurs. Nous avons un ministre de l'Intérieur, par exemple, l'Intérieur, plutôt la Défense, demander la personne de Bemba. On devait carrément laisser la personnalité de Bemba à la Défense nationale. Parce que actuellement, nous sommes dans les Congolais sont dans l'incertitude. On n'arrive pas à décrire qui est le ministre de la Défense, c'est le vice-président Jean-Pierre Bemba. Soit c'est l'autre est là, parce que nous sentons qu'il est quasi absent. Mais nous voyons quand même le VP Bemba, il est au front, en train de sensibiliser. Ce sont là des cas que nous applaudissons. Et puis aujourd'hui, chers frères, on n'est plus dans la phase de condamner les uns aux autres. De dire que tel parti ne s'est pas prononcé, tel n'a pas fait la déclaration. Aujourd'hui, nous avons besoin des solutions adéquates. Nous avons des déplacés, nous avons les populations qui meurent. Que faut-il faire pour sauver la situation? C'est ça la grande question que les Congolais s'interrogent. Très bien. Nous avons un gouvernement. Le gouvernement est censé nous donner des réponses et des solutions adéquates. Mais s'il n'y a pas de bonnes réponses face aux agressions, aux pillages que nous subissons, c'est ça, je n'entends pas nos frères de l'IDPS. Parce que quand ils ont une grande responsabilité au sein du gouvernement. Ils ont des ministres de gauche à droite. Ils doivent aussi stimuler leurs ministres de bien travailler. parce que les Congolais attendent... Le secrétaire général a dit qu'il sera discret. Moi, je suis pour le remaniement. Moi, là, je plaide que les chefs puissent remanier les gouvernements. Parce qu'il y a des canaux boités au sein de ces gouvernements. Beaucoup ne travaillent pas bien. Que doit faire le chef de l'État? Est-ce qu'il faudrait remanier, mettre les hommes qui ont de l'énergie pour essayer de booster cette machine en cette période compliquée? Moi, ce qui m'étonne, c'est l'hypocrisie des Biengele et des autres ici. Ils sont hypocrites. Ok. Les deux, vous les traitez d'hypocrites. Montrez-moi les hypocrites. Quand on avait publié le gouvernement sur Minoïti, ils sont passés sur les plateaux pour applaudir. Ok. Que c'était un bon casting, c'était tout ça. Moi, je n'ai jamais dit ça. Ils sont allés publiciter le programme du gouvernement. Mais aujourd'hui, ils sont en train de se détracter sur les plateaux de télévision pour dire il faut maintenant. Mais c'est de l'hypocrisie. Ah bon? Donc je demande à mon frère Bengue d'arrêter avec cette hypocrisie. Ou soit tu demandes les Maniement parce que les partis ou bien groupes politiques ne sont pas retrouvés dans ce gouvernement. Peut-être ça. Donc c'est pas la solution, c'est les maniements là. Non, moi depuis le départ, j'avais dit que ce gouvernement, c'est un gouvernement médiocre. Mais ils n'avaient pas encore travaillé. Comment vous pouvez les juger? Il fallait leur donner un peu de temps. Bon, moi j'avais prédit cela. Et aujourd'hui, qui peut me contredire? Vous avez dit j'avais dit dans un groupe de 100 personnes, ok? Dans un groupe de 100 personnes, s'il y a 20 personnes qui sont meilleures et 80 médiocres, on ne dira pas que c'est un groupe meilleur, on dira que c'est un groupe médiocre. Ok. Ils vont absorber les autres. Ils ont absorbé les autres. Donc ils sont absorbés. Parce qu'il y a des ministres, je me pose des questions, qu'est-ce qu'ils font? Le ministre du tourisme, il fait quoi? Est-ce qu'il est connu? Il fait le tourisme. Il fait le tourisme. Il fait le tourisme au vrai sens. Très bien, nous sommes arrivés à la fin. On doit vraiment toucher. Nous sommes arrivés à la fin. Laissez-moi lire un message. Bonsoir, chers journalistes. C'est Stéphane Lombela, résident dans la commune de Kalamou. Je suis en direct. Dans le cadre du dialogue pour la paix, comment justifier des négociations avec un compatriote impliqué dans des actes ayant risque de l'impunité et d'injustice pour les victimes? La meilleure idée est de renforcer la formation, l'équipement et l'intégrité des FARDC pour qu'elles assurent efficacement la protection des citoyens et faire face aux attaques. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin du numéro d'aujourd'hui. Vous avez encore à dire, nous allons voir comment nous allons encore vous appeler, mais retenez que la vie est comme une bicyclette, il faudrait avancer, vous restez sur place, vous perdez l'équilibre. Bonsoir chez vous.